ce matin. J'espère que votre santé, la santé de vous-même, vos proches, tous vos employés se portent bien. Donc, mon nom est Éric Dufour. Je suis le leader national chez Raymond Chabot pour la pratique de la relève entrepreneuriale. Je suis accompagné d'une merveilleuse équipe avec Gabriel Drolet et Jacinthe Vincent en coordination et des ressources dans toutes les régions du Québec, dont mes deux collègues qui sont ici aujourd'hui. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire, mais accompagné de mes deux collègues, Patrick Ouimet, qui est associé en conseil financier, Patrick, dans l'équipe de Montréal, et également Steve Vachon, qui est associé fiscaliste spécialisé en relève entrepreneuriale également. Steve est dans la région de la Beauce. Et moi-même, comme je mentionnais tout à l'heure, je suis quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je couvre tout le territoire au niveau de la relève d'entreprise. Donc, le webinaire, vous êtes sûrement habitué à la façon de fonctionner, de travailler les webinaires. Vous avez le petit bouton dans le bas, le Q&A pour poser les questions. Donc, on va prendre en considération vos questions parce qu'on devrait avoir une présentation qui dure environ 40-45 minutes pour se permettre de répondre à vos questions. Steve, Patrick ou moi. Maintenant, aussi, ceux qui posent la question à savoir s'ils vont pouvoir avoir accès à la présentation par la suite. Il y aura un enregistrement du webinaire qui va être rediffusé. Mais oui, effectivement, la présentation, le PowerPoint va être disponible. Il suffira de communiquer avec nous, avec les personnes que vous voyez à l'écran pour le faire. Donc, écoutez, ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, c'est de traiter à travers cette crise que nous vivons tous. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous avons tous pris des décisions depuis le début. Et évidemment, beaucoup de questionnements autour de l'aspect du transfert d'entreprise, de la relève entrepreneuriale. Pour plusieurs d'entre vous sont en processus. Et on va essayer de mettre en perspective l'histoire et l'historique depuis le début, parce que c'est toujours important de se gronder correctement pour arriver à des fins pratiques et cibler les trucs et les outils que vous avez besoin aujourd'hui. Écoutez, je pense que dans la chronologie des événements, que ça part du 11 mars, mais il y a une date importante dans tout ça. C'est le 23 mars. Le 23 mars, lorsque M. Legault a demandé une pause entrepreneuriale au Québec, en laissant ouvert les gens qui pouvaient faire du télétravail ou les services essentiels, évidemment, ça a été très marquant. Il y a eu 13 heures où il y avait une pause totale et à 16 heures où lorsque le monde en a reçu la liste des services essentiels, ça a été marquant. Donc, je présume que pour beaucoup d'entrepreneurs, des cédants, des repreneurs, qui étaient soit en processus, soit au début des intentions de débuter un processus, certainement que beaucoup d'entre vous ont pensé à leur valorisation, entre autres. Qu'est-ce que ça nous a amené comme impact dans la réflexion le 23 mars? Donc, les sujets qu'on a pensé vous préparer aujourd'hui sont en lien avec tous ces questionnements possibles. Il y a eu aussi dans l'histoire, ce qui est des faits marquants pour vous, la fameuse subvention fédérale du 75 %. Il y a encore des clients qui nous appellent régulièrement et vous-même, vous êtes toujours en questionnement pour aller optimiser les programmes pour pouvoir maintenir vos ressources chez vous, vos talents, votre relève en poste pour pouvoir soit opérer ou planifier la relance de vos opérations. Donc, le 75 % va rester marqué. Et il y a également, le 6 avril, une nouvelle qui est importante et qu'on va vous parler aujourd'hui dans le contexte de votre transfert d'entreprise, où le ministre Boulet a lancé un projet de 100 millions de dollars pour vous supporter en tant qu'entrepreneur dans votre plan de formation, à vous supporter pour vous mettre à jour au niveau du numérique, mais aussi, surtout, au niveau des habiletés de gestion. Et on en parlera tout à l'heure pour votre plan de relève. Donc, évidemment, une gestion de crise, une situation très difficile pour beaucoup d'entre vous, des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, mais nous sommes tous affectés. Ce que je peux aussi ramener en perspective pour les fins de notre discussion, quand on parle de relève, vous êtes tous des gens qui veulent entendre parler de relève. Qu'est-ce qu'on avait à vivre avant le COVID? On avait à vivre une cohabitation de 2 générations. Le baby boomer qui était sur la fin, où en même temps, on insistait pour entamer des processus progressifs, mais le baby boomer, lui, devait sécuriser sur son patrimoine sa valeur, la valeur de l'entreprise en lien avec ses besoins. Il commençait avec des formations, avec des organisations comme le CETEC, qui fait un bon travail au Québec, avec des professionnels autour, des conférences, par-ci, par-là. L'entrepreneur était de plus en plus incité à emboîter le pas. Et il y avait une raison principale.
C'était la grande pénurie de main-d'œuvre qui poussait finalement l'entrepreneur à emboîter le pas de peur de perte de valorisation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous parlaient de dire, écoute, mon plan de relève, j'aimerais le commencer parce que Stéphanie est sollicitée beaucoup par mes compétiteurs et je suis inquiet que mes personnes clés quittent et j'ai besoin de garder ma famille pour ma valeur productive d'entreprise. Donc, pour un fait de rareté de main-d'œuvre, beaucoup d'entrepreneurs ont entamé des plans de transfert avec des transferts progressifs pour retenir les gens. Maintenant, continuons sur l'histoire de ce qu'on avait à vivre face à cette situation-là. C'est que 2 générations, le baby boomer et également les repreneurs qui sont dans la génération X et Y. Et beaucoup d'entre vous avaient commencé le transfert de leadership, transféré les responsabilités, mais il demeurait un fait où plusieurs signifiaient leur difficulté à s'ajuster avec les différences de gestion. Et là, on a investi beaucoup en ressources humaines. Beaucoup d'entre vous avaient investi à revoir vos rôles, à revoir vos stratégies de communication interne. Comment je traite mes employés? Vous avez tous investi dans votre marque employeur. Donc, le focus avant la crise était une préoccupation de vos gens et vous étiez dans des stratégies de proximité. La gestion collective, une gouvernance collective. J'ai 3 ressources qui remplacent le bébé boomer, 3 pour 1. Comment je les fais travailler mieux en équipe? Et nous sommes face à une nouvelle génération, qui, effectivement, veut être impliquée, veut être dans le coup responsabilisée. Donc, les entrepreneurs étaient en train de faire un virage de gestion par la proximité. Et nous avons vécu depuis ce temps-ci la grande distanciation. Donc, comment on peut attacher, ne pas perdre ce que nous avions investi à travers cette crise exceptionnelle qui nous amène à une grande distanciation quand la solution ultime était de se rapprocher, de commencer des plans de relève et d'avoir des plans de ressources humaines. Donc, ça ramène en perspective l'histoire. Maintenant, l'objectif que nous avons en vous présentant avec nos présentations aujourd'hui, tout d'abord, on va discuter un peu de l'impact de la crise sur les intentions des cédants et des repreneurs. On va parler aussi des programmes, on va y revenir un peu, programme de 75 et de 100 du PACMA du ministre Boulet. Avec mon collègue Patrick, on va faire le tour de la faisabilité financière du plan de transfert. On va revoir la fiscalité avec mon bon collègue Steve Vachon, l'impact de la crise sur la fiscalité dans un plan de relève. On va pouvoir vous donner également les conseils des bonnes pratiques. Qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, cédant, repreneur dans cette situation-ci, qui est une situation sans précédent que nous n'avons jamais vécue. Et évidemment, nous répondrons à vos questions au moins 10-15 minutes. Donc, un peu plus en détail maintenant sur l'influence de la crise sur le plan de relève. Tout d'abord, je vais ramener, avant de passer la parole à mon collègue Patrick sur les impacts financiers, je vais ramener à un avant-plan certaines perspectives et certains conseils qu'on peut amener. Gardez le cap. Garder le cap en situation de crise, c'est facile à dire pour le consultant et le présentateur. Mais en même temps, garder le cap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, en même temps que gérer la crise, préparer la relance, préparer le retour aux opérations. Mais dans les faits, les recommandations principales, et vous les vivez, c'est de s'assurer, les réflexes humains et les réflexes entrepreneurs, c'est de s'assurer de la sécurité de l'entreprise, de la pérennité de l'organisation, revoir nos cash flows, l'accès au programme, etc. Donc, vous avez eu un réflexe puis de réaction comme entrepreneur pour protéger votre organisation et en même temps protéger vos humains qui vous entourent. Donc, il y a eu une réaction immédiate et je pense que nous sommes encore dans cette réaction-là beaucoup. Les personnes s'interrogent encore sur la fameuse subvention, etc. Et on est encore dans un réflexe de pérennité. Maintenant, quand on dit garder le cap, eh bien, écoutez, vous êtes pour la plupart peut-être d'entre vous qui étaient en position de relève d'entreprise, où on avait déjà transféré des responsabilités. Peut-être que certains cédants s'étaient déjà retirés en travaillant 2-3 jours semaine. Et peut-être que pour plusieurs d'entre vous, vous aviez débuté un plan de relève, parce que quand on regarde la statistique, elle est très élevée pour les personnes qui n'ont pas de plan de relève. Donc, je présume qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient en position de relève, mais finalement, ont dû revenir pour certains cédants
dans l'entreprise pour supporter l'organisation parce qu'on est en situation de crise. Donc, il y a des équipes de crise qui se sont faites dans vos entreprises, que ce soit 2 personnes, 4, 10. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a pu voir comme comportement? Certains entrepreneurs, 57, 58 ans, qui préparent leur plan de transfert, qui avaient déjà des enfants, des employés clés, qui étaient déjà impliqués, ont eu le réflexe de revenir. Ben, tout d'abord, ils ont été appelés pour venir aider dans une cellule de crise où on est beaucoup dans les actions court terme. Garder le cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment se préparer avec une vision 360 pour être présent lors de la reprise en minimisant mes impacts comme entrepreneur. Je devrais revoir mes opérations, je devrais revoir mon plan de main-d'œuvre, je devrais peut-être revoir mon modèle de revenu. Donc, garder le cap, ça veut dire se préparer. Et plusieurs d'entre vous avaient un plan de relève où il y avait des responsabilités déjà établies. Peut-être que vous aviez déjà des tests psychométriques, des décisions à prendre sur des gens. Et là, vous avez une occasion unique en gestion de crise pour vraiment mesurer la prise de leadership des personnes et surtout la réponse à leurs responsabilités. Donc, beaucoup d'entrepreneurs nous font faire des démarches dans un plan de relève à faire des tests psychométriques pour connaître le potentiel des gens. Vous avez une fenêtre exceptionnelle pour responsabiliser les personnes. Les cédants ne peuvent tout faire, doivent partager. Donc, évidemment, gardez le cap, gardons le plan. Vous avez des gens qui ont été identifiés pour certains rôles. On maximise leur talent, on leur délègue des choses, on calibre. Vous avez une occasion, malheureusement, une occasion triste, mais exceptionnelle pour tester le leadership. Maintenant, est-ce que ça aura eu un impact sur l'intention des cédants et des repreneurs? Eh bien, une chose certaine, c'est qu'il faudra revisiter tout ça parce que vous êtes en train de vivre l'expérience, vous êtes en train de vivre la situation. Comme je viens de mentionner, il y aura des décisions peut-être qui seront plus claires par la suite, mais vous devez évidemment avoir une discussion lors de la reprise sur les réelles intentions des personnes à l'après-crise. Moi, pour travailler beaucoup avec des entrepreneurs, repreneurs ou cédants, pour beaucoup, il y a des éléments de questionnement qui demeuraient avant la crise, qui existaient avant la crise, qui, selon moi, vont s'éteindre plus tard. Et il va y avoir 2 types de comportements sur les cédants. Un qui va revenir parce qu'il va avoir perdu la valorisation et l'autre qui risque de quitter plus rapidement parce qu'il va avoir une fatigue entrepreneuriale à travers ce défi-là. Donc, conseil, on a besoin d'un transfert progressif, on a besoin d'une cohabitation pour ramener l'entreprise sur ses rails. Les repreneurs de votre côté, vos intentions, vous devrez les revisiter. Possiblement que les intentions vont s'accélérer. En contexte de crise, vous aurez vécu, vous aurez pris des responsabilités du leadership et à l'après-crise, ça sera beaucoup plus clair. Votre prise de leadership, votre prise de responsabilité devrait être plus claire pour vous aussi. Donc, important, après la crise, très rapidement, de revoir les rôles et les responsabilités, mais revoir les intentions dans le cadre du plan de relève, les cédants et les repreneurs. Protéger la cellule familiale. Petit conseil familial, petite réunion familiale, très important. Quel est l'impact de la situation sur la cellule de la famille? On protège la santé de notre famille, on protège la pérennité financière de notre famille. C'est très important d'avoir un conseil de famille, appelez-le comme vous voulez, mais c'est important de vous parler. Parce que les choses après la crise ne seront pas les mêmes. Revisiter les rôles de chacun. Hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous allez avoir une fenêtre exceptionnelle pour le faire. Mais surtout, je parle aux cédants aujourd'hui qui avaient pris la décision de se retirer. Assurez-vous, dans la reprise de vos responsabilités que vous allez avoir à faire et que vous faites présentement, assurez-vous d'amener avec vous vos gens. Si, exemple, moi, je me reviens comme entrepreneur pour parler à la banque, pour refaire mon financement de cash flow, ma liquidité, je reviens pour mesurer mes impacts, je reviens pour checker ma valorisation avec mes comptables, vous aviez identifié quelqu'un en boîte pour prendre votre relève à cet égard, eh bien, amenez-le avec vous. Il faut qu'il vive la crise avec vous. Il ne faut pas revenir en Superman en n'impliquant pas vos ressources. C'est très important parce que cette crise-là devra servir finalement à vos repreneurs de bien prendre le levier et prendre les rênes. Donc, très important pour les cédants de bien s'assurer d'impliquer leurs repreneurs ciblés avec eux. Pour ce qui est des repreneurs, il y a la même chose. Ça sera important d'être transparent auprès des organisations
et de calibrer les rôles dans lesquels vous êtes à l'aise et de respecter la cohabitation. Je le répète, on a un devoir de revisiter les rôles et responsabilités pour l'après-crise, pour s'assurer qu'il y a un mix de responsabilités et de cohabitation. Et les cédants, on va avoir besoin de vous dans les entreprises, mais sous une forme de coach, de mentor pour supporter l'organisation à la reprise. Évidemment que, comme on peut voir, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des responsabilités premières et importantes à prendre en compte dans le cadre de votre crise est au niveau de la bienveillance. On se doit d'être sérieux, et évidemment, vous l'êtes, mais on se doit de démontrer votre sérieux auprès de vos gens au niveau de la bienveillance. Donc, vous aviez également certainement ciblé des personnes pour s'occuper des ressources humaines dans votre plan de relais. Eh bien, ces personnes-là ont une occasion importante pour prendre en charge cette responsabilité majeure. Donc, vous avez fait des gestes de responsabilité sanitaire. Vous devez les maintenir. Vous devez informer vos personnes. Vous devez communiquer aux gens le maintien de vos mesures sanitaires. Vous avez certainement fait des plans de mise à pied temporaire, des plans de rationalisation. Votre personne ciblée aux ressources humaines se doit de bien informer les personnes à cet égard, d'informer les personnes sur les programmes possibles, mais également, surtout, respecter le cadre normatif qui demeure, s'assurer d'avoir un respect. Le principal élément déterminant à travers vos talents, à travers la relève, est au niveau de la communication. Déterminant d'avoir une personne qui va être responsable de bien communiquer à vos parties prenantes, à vos employés, à vos fournisseurs, à vos clients, très important à travers votre relève et vos personnes clés. Et comme on peut voir, on est tous ou presque en télétravail, donc je pense que c'est clair que la nouvelle génération est plus habile avec ça. Donc, on a une fenêtre importante pour faire prendre du leadership à notre jeunesse sur le travail à distance, la mise au point technologique, tout au niveau des communications, comme je parlais tout à l'heure, et surtout les réflexes de gestion collaborative. Pour conclure ma section, soit la règle de subvention du 75 % et du 100 %. Je vais être très rapide là-dessus parce que je pense que vous êtes au courant de la mesure du dernière modification du 15 % que vous prenez votre moyenne des revenus de janvier-février, vous les comparez à mars ou de cette année ou vous prenez mars 2019. Je ne vais pas dans le détail de ça. Vous avez déjà fait votre équation, j'en suis convaincu. Vous êtes en position de, avec vos proches, probablement des membres de votre famille, 3, 4, 5 employés dans le back-office au niveau de votre organisation. Maintenant, vous êtes en réflexion de faire revenir des gens avec cette mesure. Beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais écoute, on a trop d'incertitudes, il faut quand même payer le 25 %. Simplement pour vous mentionner que la dernière mesure du PACME, du ministre Boulet, qui est annoncée la semaine dernière, elle est importante pour un plan de relais parce qu'elle vient supporter les organisations qui vont mettre en place un plan de formation, un plan de coaching, un plan de développement des compétences des personnes, que ce soit dans le numérique et que ce soit dans les ressources humaines, mais surtout dans les habiletés de gestion. Donc, on a une occasion pour transformer votre plan de relève, parce qu'à l'intérieur d'un plan de relève, il y a un plan de transfert de direction. On a une fenêtre pour transformer vos plans de relève en plan de coaching et en plan de formation et rendre admissible pour plusieurs de vos ressources qui sont présentes ou qui vont rentrer à la subvention du 100 %. Donc, il y a une opportunité pour faire supporter vos frais professionnels jusqu'à 100 %, mais aussi les heures de vos personnes, que ce soit des repreneurs ou des employés qui participent à des cellules de formation de coaching jusqu'à 25 $ de l'heure. Et ce que je dois vous dire également, c'est pour les cédants qui reviennent ou qui sont présents et qui accompagnent les repreneurs, dans mon esprit à moi, le programme est admissible parce que nos cédants, dans un plan de transfert de direction, les heures qu'ils sont payés peuvent être inclus dans ce plan-là. Donc, c'est deux choses importantes à retenir. Donc, je cède la parole maintenant à mon collègue Patrick Ouimet, qui va vous parler de la faisabilité financière du plan de relais. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Éric. Donc, dans cette partie-là, on va vous parler de voir quels sont dans le fond, les impacts là, de ce qu'on vit présentement sur la faisabilité financière de votre plan de transfert et plus particulièrement sur l'évaluation d'entreprise.
qu'est-ce qui arrive au niveau de la valeur de notre entreprise aujourd'hui par rapport à il y a seulement peut-être 2, 3 mois, voire 6 mois. Donc, peut-être petite mise en contexte, revoir un peu ce qui s'est passé sur les marchés boursiers là, au cours des 6 derniers mois. Je pense que tout le monde est au courant, je ne vous apprendrai rien. Donc, on voit ici les 3 principaux indices américains. Donc, en bleu, on a le Nasdaq. En vert, le Standard & Poor's 500, qui est la ligne du milieu. Et la ligne plus basse, ça se trouve à être le Dow Jones. Nous avons exclu le TSX, notre indice canadien, là, pour la simple et bonne raison qu'il y a une surpondération d'entreprises dans le secteur sur l'indice canadien, que ce soit en énergie, en services financiers ou encore en ressources naturelles, qui fait que c'est peut-être moins représentatif de l'ensemble des industries là, qui composent notre économie. Donc, on a un petit graphique là, qui part de la mi-octobre jusqu'au 10 avril, en date de vendredi dernier. On voit que les valeurs avaient passablement augmenté jusqu'à la mi-février pour après, avec l'historique qu'Éric nous avait fait là, à partir du mois de mars, une bonne dégringolade. On voit que le marché reprend tranquillement. Il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. Le point sur lequel je veux vous amener, c'est que si on va à droite complètement du graphique, on voit pour ce qui est du Nasdaq, on est à peu près au même point où on était il y a peut-être seulement 6 mois. Donc, les valeurs en moyenne n'ont pas baissé comparativement il y a 6 mois. Il faut voir que l'indice avait pris près de 20 là, depuis le mois de décembre. Donc, une hausse significative. Donc, oui, il y a une correction, mais quand on se remet en perspective, il y a seulement 6 mois, l'impact n'est pas si élevé que ça. Même chose pour Standard & Poor's et le Dow Jones. On parle peut-être de baisse de l'ordre de 5 à 10 en moyenne en date de vendredi dernier. Je n'ai pas regardé la bourse ce matin, mais si on regarde hier, au niveau américain, ça avait baissé plutôt lundi, ça a remonté hier, donc on devrait être environ dans les mêmes eaux. Donc, situation peut-être moins dramatique que ce qu'on a pu voir si on se fie seulement au dernier mois. Petit tableau également pour vous montrer qu'à peu près tous les secteurs d'activité ont été atteints. Là. Si on regarde comparativement au haut, là, pour la plupart au mois de février, il y a à peu près, je dirais, près de 2 mois. On a des baisses qui vont aller de 8 à 25 dépendant des secteurs d'industrie. Donc, sur la valeur d'une entreprise privée, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, vraisemblablement, on peut s'attendre, dans le contexte actuel, que l'entreprise, bon, il y a des secteurs peut-être d'exception. On pense à l'alimentation, à l'agriculture, aux pharmaceutiques, mais dans, je vous dirais, 90 des cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une perte de valeur. Pourquoi cette perte de valeur-là? Bien, écoutez, il y a énormément d'incertitudes. Faire une projection financière de quelles sont les attentes de rentabilité, c'est déjà difficile. Dans un contexte comme celui-là, ça devient pratiquement une tâche impossible. Pour la plupart d'entre nous, c'est du jamais vu. Donc, qui dit hausse d'incertitude sur la rentabilité future de l'entreprise, dit augmentation du risque financier. Qui dit augmentation du risque financier, dit moi, je vais être compensé de façon plus importante pour ce risque-là. Donc, demande d'attente de rendement, des demandes des attentes de rendement plus élevées sur l'investissement, ce qui implique en évaluation d'entreprise un multiple de valorisation qui va être moins élevé, qui a un impact nécessairement à la baisse sur la valorisation de l'entreprise. Un autre point très important, je vais revenir plus en détail, là, ça va être l'accès au financement. À quoi va ressembler l'accès au financement une fois cette crise-là passée? Les échos qu'on a des banques pour l'instant, c'est qu'ils gèrent vraiment l'immédiat. Donc, vraiment, les prêts qui ont été octroyés gèrent, dans le fond, les liquidités avec leurs clients, prennent des mesures avec leurs clients. Mais tout ce qui est nouveau financement, pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Et finalement, bien, c'est dommage, c'est triste de faire ce constat-là, mais pour certaines entreprises, il faut voir est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas passer au travers. Donc, c'est un enjeu qui, habituellement, en évaluation d'entreprise, on évalue des entreprises qui sont en bonne santé. On n'avait pas cet enjeu-là, on n'a jamais eu ça en arrière de notre esprit. Mais là, c'est quand même un élément pour certaines entreprises qui fait que s'il y a une probabilité que l'entreprise ne s'en remette pas, bien, nécessairement, si je pourrais acheter cette entreprise aujourd'hui,
je vais lui mettre un escompte par rapport à ce qu'elle valait il y a seulement peut-être 2 mois de ça. Donc, ça nous amène aux attentes financières des cédants et des repreneurs. Donc, déjà qu'entre repreneurs et cédants, on avait des divergences, des divergences d'opinion et d'attentes. C'est encore plus accentué aujourd'hui. Donc, au niveau de la valeur, certainement, la plupart des repreneurs, si l'entreprise, le transfert n'est pas encore effectué, les repreneurs qui ont souvent, je vous dirais par expérience, une aversion au risque un peu plus élevée que les cédants, que ça fait 25, 30, 40, 50 ans qu'ils sont dans leur entreprise, ne voient pas le risque de la même façon et la situation actuelle va peut-être les rebuter et les amener à revoir à tout le moins la valeur de l'entreprise à la baisse et peut-être même à revoir même leur décision d'investissement. Le cédant, au contraire, pour la plupart des cas, puis on verra un peu plus tard, il y a quelques exceptions, mais veut maximiser sa valeur, donc pour lui, il n'y a pas lieu de revoir l'entreprise à la baisse. Oui, c'est un coup à passer, mais dans 2-3 mois, on n'en parlera plus, ça va être l'été, tout va repartir comme avant. Il y a également au niveau du paiement de la contrepartie, donc est-ce que nos repreneurs vont mettre autant d'argent de leur poche qu'ils étaient prêts à le faire? Est-ce que les financiers vont mettre autant d'argent qu'ils étaient prêts à le faire? Et ce qui va avoir nécessairement peut-être un impact sur le cédant, où il va être demandé de peut-être laisser une plus grande partie en balance de prix de vente ou encore des plus longs délais de paiement sur ses emprunts aux actions privilégiées. Et maintenant, on a peut-être un cédant qui, compte tenu du contexte, compte tenu que nos placements ont perdu de la valeur, serait peut-être porté à vouloir encaisser plus rapidement que prévu aujourd'hui qu'il y a peut-être 6 mois. Et finalement, les attentes quant au soutien du cédant au repreneur, donc la participation du cédant dans l'entreprise. Éric en a parlé un petit peu. Peut-être que des repreneurs vont vouloir que le cédant se réimplique un peu plus et d'autres peut-être ne voudront pas que le cédant s'implique dans l'entreprise. Et au contraire, on a des cédants, comme l'a mentionné Éric, qui vont vouloir reprendre le contrôle pour s'assurer que l'entreprise passe au travail, qu'on puisse maintenir son patrimoine. Et de l'autre côté, on a peut-être des repreneurs qui étaient déjà un peu essoufflés, puis là, ça va juste être trop, qui vont vouloir sortir plus rapidement, alors qu'on a des repreneurs qui vont vouloir que le cédant s'implique dans leur entreprise. Donc, les attentes encore plus divergentes. Donc, la pertinence d'avoir les évaluations dans le cadre de baisse, écoutez, on a souvent un cédant qui va avoir 2 objectifs. On a un cédant qui a comme objectif de maximiser la valeur. Donc, dans ce contexte-là, c'est bien certainement, si on avait un transfert d'entreprise qui est en cours, bien, il faut naturellement, possiblement, mettre ça sur la glace. C'est au cédant de voir un peu comment son entreprise peut être impactée à court, moyen et long terme. Mais bien certainement que pour quelqu'un qui veut maximiser la valeur, ce n'est pas le temps de faire une transaction aujourd'hui. Par exemple, ce qui peut arriver, c'est que ça peut démotiver nos repreneurs qui ont une urgence de vouloir prendre les rênes de l'entreprise. Donc, même s'il n'y a pas de transfert de propriété qui se fait au moment où on pensait le faire, c'est une belle occasion quand même de continuer le transfert de la direction. Éric l'a mentionné de façon très pertinente. C'est une belle occasion d'intégrer nos repreneurs dans cette gestion de crise-là, tout le monde ensemble, de mettre la main à la porte, de s'assurer de passer au travers, puis de maintenir la valeur de l'entreprise, puis de maintenir les acquis. Et, comme le disait Éric, bien, ça permet de voir ce que nos repreneurs ont dans le ventre, puis le leadership dont ils font preuve. Pour avoir eu des discussions avec des entrepreneurs récemment, il y a des gens qui pensaient que le repreneur était prêt, puis oh, avec je le vois faire, il y en a encore pour un bout de temps. Puis il y a d'autres gens qui étaient agréablement surpris de l'implication puis de la façon que leurs gestionnaires ont réagi dans la présente crise. Puis si votre entreprise est partiellement cédée ou totalement cédée et que vous avez encore comme cédant de l'argent à vous faire payer, bien écoutez, attendez-vous peut-être à recevoir un coup de fil de vos repreneurs pour vous demander d'être un peu plus patient que prévu.
Si l'objectif du cédant, c'est de minimiser la valeur pour les générations futures, souvent c'est le cas quand on a des enfants, le cédant qui a déjà accumulé un bon patrimoine et qui veut minimiser le prix de vente, donc les impacts pour ses enfants et qui profite de la plus-value future. Bien, si l'entreprise n'a pas été cédée, c'est peut-être une belle opportunité d'accélérer le transfert d'entreprise. On a une fenêtre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il y a des participations sur les valorisations et c'est un bon moment peut-être pour accélérer le transfert de propriété dans ce contexte-là. Pour ce qui est des entreprises qui sont partiellement ou totalement cédées, bien encore là, c'est une belle fenêtre pour peut-être réouvrir les valeurs et, dans le fond, revoir la valorisation à la baisse. Beaucoup des entreprises ont fait ce qu'on appelle un gel successoral. Donc, c'est une belle opportunité de faire un dégel et de regeler à des valeurs plus basses. J'en dirai pas plus que ça. Mon collègue Steve va vous en parler de façon beaucoup plus détaillée et va vous démontrer là, un peu plus tard dans la présentation vraiment les économies importantes qui peuvent être faites au niveau fiscal et dans les mains des repreneurs, comme disait. Donc, ce qui m'amène au plan de faisabilité financière. Donc, naturellement, c'est critique de revoir votre plan. À peu près toutes les entreprises sont touchées négativement. Et comme je mentionnais, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, combien de temps que ça va durer? Il n'y a personne qui a de boule de cristal. Il n'y a personne qui a vu une situation comme ça. Les crises précédentes, je dirais, si je remonte jusqu'à la bulle techno, jamais une situation où on pouvait ne pas prévoir ce qui allait se passer comme ça. Donc, il est primordial de réaliser un budget. Si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous l'avez fait il y a quelques mois, en début d'année, revoyez votre budget, revoyez votre budget de trésorerie. Je vous conseille au moins jusqu'à la fin de cette année, donc jusqu'au 31 décembre 2020. Compte tenu de l'incertitude, peut-être prévoir différents scénarios. Donc, qu'est-ce qui arrive si je perds tant de clients au niveau de mes ventes et également, là, quand est-ce que va se faire mon retour à la normale? Est-ce que c'est dans 1 mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Donc, faire différents scénarios, vous assurer de pouvoir faire face là, aux situations qui pourraient s'avérer dans les contextes les plus pires. Naturellement, en voyant votre budget, bien, ça va falloir aussi revoir le plan de faisabilité financière. Probablement que ce plan-là va être décalé dans le temps compte tenu justement des enjeux d'équité auxquels votre entreprise va vraisemblablement faire face. Puis avant tout, puis Eric en parlait, bien, d'après ma base, c'est qu'il faut s'assurer, tout d'abord, il faut maintenir la pérennité de notre entreprise dans un contexte de maintien de la valeur de nos actions. Au niveau du financement, j'expliquais que le financement risque possiblement d'être plus difficile. Trois points importants à prendre en considération. L'argent disponible auprès des repreneurs, l'argent qu'ils étaient prêts à mettre en argent comptant à la transaction risque peut-être d'être moins important que prévu. Pourquoi? Bien, comme j'ai dit, un risque, une aversion au risque qui fait que peut-être que la personne qui était prête à mettre, je ne sais pas, 100 000, 200 000, soudainement dit « Ah, je vais peut-être mieux mettre 50 000 je ne veux pas en mettre tant que ça, je vais m'en garder, je ne sais pas ce qui va se passer. » Peut-être que c'est une entreprise qui rachète une autre entreprise qui a vu ses liquidités aussi fondre. Également, vos repreneurs ne sont pas à l'abri d'avoir des pertes de valeur dans leur portefeuille, leur patrimoine. Donc, autant d'éléments qui font que l'argent disponible risque peut-être d'être moindre au départ. Au niveau du financement, comme je vous disais, les institutions financières, pour l'instant, ont mis les projets d'investissement sur la glace parce qu'ils passent leur journée là, vraiment à répondre au téléphone puis à travailler de concert avec leurs clients là, sur les prêts actuels. Néanmoins, ce qu'il faut s'attendre peut-être dans le futur, c'est un accès un petit peu plus difficile au crédit. Les prêts garantis par actif, notamment sur l'immobilier, les prêteurs risquent peut-être d'être un petit peu plus frileux. On voyait la BDC de faire des prêts sur l'immobilier à 125 de la valeur de l'immobilier. Je n'ai pas eu d'indication en ce sens-là, mais je présume, compte tenu que l'immobilier, surtout commercial, semble avoir, si on regarde le marché boursier, semble connaître des baisses de valeur.
C'est certain que nos banquiers restent un petit peu plus frileux là-dessus ou demander plus d'autres garanties en contrepartie. Pour ce qui est des prêts non garantis, qu'on appelle prêts cash flow, des flux de trésorerie, encore là, dans les dernières années, c'était quasiment rendu une norme là, au niveau des institutions financières. Je m'attends également à ce qu'il y ait un certain recul ou pour compenser là, vraiment de demander des garanties personnelles, non seulement aux repreneurs, mais peut-être même aux cédants dans le cadre d'un plan de transfert. Pour ce qui est des taux d'intérêt, encore là, c'est difficile à dire. Si on regarde ce qui se passe sur le marché boursier au niveau de la dette obligataire là, qui se transite chez le marché boursier, les taux d'intérêt exigés par les investisseurs ont augmenté de façon significative au cours du dernier mois. On parle d'augmentation de rendement de 40, 50, 60 %, même des fois 100 %. Donc, des prêts ou des obligations, il y avait un taux d'intérêt qui était demandé de peut-être 5-6 % sur le marché et peut-être maintenant de 10-12 %. Donc, sur toutes les catégories de dette, peu importe leur qualité. Également, attendez-vous comme cédant à ce qu'on vous demande un soutien financier plus important, que ce soit des paiements plus longs, la balance de prix de vente plus importante. Quand on regarde les deux premiers éléments, s'il y a moins de financement, il y a moins d'argent de la part des repreneurs, ben, l'écart entre les deux pour arriver à la valeur de l'entreprise, ben, c'est le cédant qui va devoir le financer. Donc, habituellement, des balances de prix de vente qu'on voit de l'ordre de, je dirais généralement, entre 15 et 25 % vont peut-être être là à 30 voire 40 % là, du montage financier. Donc, c'est un peu ça au niveau du financement. Il faut s'attendre à un resserrement du crédit. C'est mon jugement. J'espère me tromper, mais avec les indications de marché, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Peut-être en résumé, je voudrais vous amener 3 points importants. J'en ai parlé, je vais insister. Revoyez votre plan de faisabilité financière, revoyez vos flux de trésorerie, idéalement jusqu'au 31 décembre de cette année, à tout le moins, en fonction de différents scénarios. Important, là, Éric l'a mentionné, je ne veux pas revenir sur tout ça, mais la communication des attentes entre les parties devient encore plus importante. Éric l'a mentionné, est-ce que les motivations autant des cédants que des repreneurs sont les mêmes? Au niveau du repreneur, est-ce qu'il y en a qui ont une baisse de motivation, ça leur fait trop peur, ils ne veulent plus reprendre? Et le cédant, est-ce que le cédant a encore la motivation d'aller de l'avant? Est-ce que le cédant est prêt à attendre ou veut attendre? Est-ce que le cédant est à bout de souffle? Il faut communiquer ça entre les deux parties pour s'assurer que les attentes sont alignées. Au niveau de la valorisation, on a parlé. Donc, s'assurer, si le cédant ne veut pas faire de concession sur sa valeur à court terme, bien, il faut en parler aux repreneurs. Même chose des repreneurs. S'ils veulent revoir la valorisation sur laquelle on s'est entendu, il faut que les repreneurs le mentionnent aux cédants. C'est important, encore là, de connaître les objectifs de chacun. Le délai du transfert, on en a parlé. Le plan est probablement qui va être repoussé au moins d'un 6 à 12 mois. Donc, ça également, il faut que ça soit connu de toutes les parties. Financement de la transaction, je viens d'en parler. Également, peut-être bon d'avoir un coup de fil avec votre banquier, surtout s'il avait déjà été impliqué dans le processus de financement de la transaction, qu'il y avait déjà eu des échos, des discussions à ce sujet-là. Voir un peu c'est quoi les intentions de votre institution financière dans le financement de la transaction, puis dans le plan qu'on avait bâti. Et finalement, c'est quoi les attentes du cédant pour offrir son soutien à l'entreprise? Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce qu'au contraire, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase et veut quitter le plus rapidement possible? Même chose des repreneurs. Est-ce qu'ils ont des attentes? Est-ce que le cédant revienne? Donc, c'est important que les parties prenantes communiquent leurs attentes à ce niveau-là. Et malgré la crise, on en a parlé, il y a des opportunités. Donc, impliquer les repreneurs dans le transfert de la direction, c'est un élément, en fait, c'est l'opportunité qui est peut-être qui émane de la crise, de voir ce que nos gens ont dans le ventre, puis de les impliquer dans un projet collectif puis qui est porteur pour tout le monde, avec un objectif commun de maintien de la valeur, de maintien de la pérennité de l'entreprise. Steve va vous entretenir de la baisse de valeur, des opportunités fiscales qui en découlent. Donc, il y a une opportunité pour revoir nos évaluations et de faire des dégels fiscaux. Et finalement, ça peut amener une accélération du processus de transfert de la relève. Dans le fond, il y a des opportunités à agir vite dans le contexte actuel d'incertitude. Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole à mon collègue Steve pour la portion fiscalité.
Merci, Patrick. Bonjour tout le monde. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous parler de la fiscalité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Les sujets qui seront abordés. Patrick, oui, merci. Donc, on va regarder les éléments à considérer pour une fiscalité optimale dans un cadre de relève. Donc, on va revenir sur les principes de base, aussi les techniques, principes au niveau du transfert, achat-vente, gel, c'est quoi la différence? On va parler de gel classique, plus communément appelé peut-être le gel successoral, dans une situation où j'ai une société qui a peut-être une juste valeur marchande élevée, également en situation où une fiducie familiale serait impliquée. Peut-être également, on va discuter également de la juste valeur marchande de société étant plus faible. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va aborder le sujet de protection et de séparation des actifs. Et finalement, à mon tour, j'espère de vous convaincre de passer à l'action. Pour ce qui est des éléments à considérer pour une fiscalité optimale, donc, il faut bien connaître les intentions du cédant et des repreneurs. Donc, Éric a abordé le sujet tout à l'heure. Donc, c'est quoi l'échéancier du plan de relève? Combien il y a de cédants? Combien de repreneurs, je veux dire? Quels sont les besoins financiers du cédant opposé relativement à sa retraite, la capacité d'injecter des fonds par les repreneurs? Patrick a couvert le sujet tout à l'heure. Quelle est la juste valeur marchande de cette société-là? Et également, au niveau de la fiscalité, c'est important pour nous, parce qu'on est plus dans le côté peut-être mathématique, mais de faire partie d'une équipe intégrée en transfert d'entreprise pour avoir le pouls, pour savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des enjeux qui se présentent, et saisir les opportunités. Et c'est de ça qu'on va préciser dans quelques minutes, là, les opportunités qui pourraient se passer dans une situation de baisse de valeur. Maintenant, au niveau des principes techniques fiscales, juste faire un rappel. Donc, si on parle d'un achat ou d'une vente d'actions, à titre d'exemple, si j'ai une compagnie opérante qui vaut 4 millions de dollars et je demande à mon repreneur de faire l'acquisition de 10 on le met en situation où il devra, c'est-à-dire décaisser 400 000 dollars. Dans un cadre d'un gel, on va faire le processus différemment. On va plutôt, pour la même entreprise de 4 millions, le cédant va effectuer un gel d'actions, par exemple, de 3,9 millions. Donc, les actions participantes qui restent en circulation auront maintenant une valeur de 100 000 et pour 10 on va parler d'une mise à fond de 10 000. Donc, ça nous donne la possibilité d'entrer des repreneurs à différents niveaux pour leur donner accès à la propriété tout en sécurisant également le cédant. Donc, c'est ça la technique un peu du gel. Si on continue au niveau... Prochaine page. Oui, donc les deux prochaines pages, ça va être des... j'espère que vous allez vous reconnaître dans les structures peut-être que vous avez présentement. Donc, j'ai M. Cédant ici qui détient des actions personnelles, qui détient le contrôle et des actions privilégiées qui ont été gelées dans le passé pour 883 000. J'ai également sa gestion, donc de 3,1 millions. Les deux, donc c'est un gel qui a été fait il y a quelques années à 4 millions de dollars. Et entre-temps, le repreneur qui a souscrit aux actions participantes, ces actions ont pris une valeur de 1 million. Donc, on a une entreprise aujourd'hui qui en vaut 5 millions. Peut-être que cette structure-là vous parle également. Donc, c'est la même entreprise, une juste valeur marchande de 5 millions, mais entre-temps, on a mis en place une fiducie familiale qui, à son tour, a pris une augmentation de valeur d'1 million, dans lesquelles j'ai différents bénéficiaires. J'ai le cédant. Peut-être, tantôt, on va mentionner, c'était une occasion de faire un DGL parce que le cédant est un des bénéficiaires de la fiducie. On a sa gestion, on a son conjoint, sa conjointe. On a des enfants qui ne sont peut-être pas impliqués dans l'entreprise et j'ai des repreneurs, enfants, qui sont impliqués dans l'entreprise. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut voir en pratique. Et j'attire votre attention à la fiducie familiale. J'ai mis une note supplémentaire. Le 21 ans arrive en 2025. Donc, on va parler de c'est quoi cette règle de 21 ans-là. Mais dans mon exemple ici, l'échéance de 21 ans arrive très bientôt, dans 5 ans, en 2025. Quelques notions. Dans le cadre de fiducie, c'est quoi la règle de 21 ans? Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que les lois fiscales obligent l'imposition de la plus-value accumulée sur les biens détenus par la fiducie 21 ans après sa création, puis à tous les 21 ans par la suite. Donc, lorsque je mets en place une fiducie, pendant les 21 premières années, la fiducie prend de la valeur. Hein, donc, dans ma compagnie opérante de tout à l'heure, elle a pris 1 million de dollars de valeur. Et lorsque je vais arriver aux 21 ans, je pourrais être frappé d'une disposition à la valeur marchande et des conséquences fiscales importantes pourraient s'en découler. Et c'est quoi la solution possible? C'est de remettre les actifs, la valeur que la fiducie aura accumulée avec les années, aux différents bénéficiaires de la fiducie, dont les enfants, dont le parent. Donc, il y a une opportunité qui peut se présenter. C'est important de bien connaître ces règles de 21 ans. Une autre notion importante à connaître, c'est la notion du dégel. C'est quoi le dégel? Donc, qu'est-ce qu'on vise? Quelle situation est visée?
Donc, on parle d'une situation où il y a eu un gel successoral qui a été effectué par le passé. Hein, dans l'exemple de tout à l'heure, j'avais fait un gel de 4 millions de dollars. On parle d'une juste valeur marchande de la société actuellement qui est inférieure à la valeur de rachat des actions privilégiées émises dans le cadre du gel antérieur. Donc, si je me ramasse avec je me retrouve, c'est-à-dire avec une valeur d'entreprise qui est inférieure en valeur au gel initial de 4 millions. Et dans le cas de fiducie, élément supplémentaire, c'est que si je suis dans une situation de fiducie, la règle de 21 ans qui arrive bientôt en 2025 pourrait être une opportunité dans un cadre de dégel ou d'améliorer la fiscalité du cédant. Donc, les conséquences de ne pas dégeler, un impôt plus élevé au décès, et tantôt je vais le quantifier, je vais donner un exemple, c'est-à-dire, et un transfert à la relève non optimal, hein, parce que j'aurais peut-être la chance de transférer plus de valeur à la relève. Effectivement, lorsque je suis en dégel, j'ai des opportunités qui se présentent à nous. Dans un cadre de gel classique, on parle que les actions privilégiées peuvent être gelées de nouveau à une nouvelle valeur moindre. Donc, la plus-value éventuelle sera ainsi transférée aux actions participantes à la relève. Les impôts à payer au décès, au moment du décès du cédant, s'en retrouvent réduits et ça permet un transfert d'actifs comportant une valeur additionnelle en faveur des repreneurs. Donc, une occasion là, de remettre les compteurs à zéro et de rebalancer les valeurs par rapport à ça. Et si je suis dans une situation de fiducie, bien, un nouveau gel dans le cadre duquel une nouvelle fiducie familiale est mise en place permettra de repartir le compteur à zéro pour la règle des 21 ans. Donc, le délai de 21 ans est alors réinitialisé et la charge fiscale attribuable à la plus-value qui s'accumulera dans les 5 prochaines années est ainsi reportée à l'autre génération. Donc, si je suis en situation de baisse de valeur, ce serait peut-être intéressant de remettre le compteur à zéro et l'augmentation des prochaines années s'en ira à l'autre génération. Donc, une autre opportunité qui se présente dans cette situation-là. Quelques règles, c'est important de savoir que le dégel, il faut éviter là, des situations problématiques. Donc, une opération de dégel sera acceptée par les autorités fiscales si les éléments suivants, entre autres, sont respectés. Donc, on parle d'une évaluation des actions de la société à la juste valeur marchande. Donc, il faut vraiment faire un exercice, un bon exercice de la juste valeur marchande. Aucune opération de dépouillement de surplus, c'est-à-dire, par exemple, pas de dividendes importants sous les actions ordinaires qui font chuter la juste valeur marchande des actions privilégiées, ou encore des bonus importants versés avant l'évaluation. Donc, ça prend des actions standards. Il n'y a rien de spécial qui s'est passé pour influencer l'évaluation de nos actions. Et également, derrière tout ça, la toile de fond, c'est qu'aucun avantage ne doit être accordé à l'auteur du gel ou à une personne liée. Donc, si on fait vraiment la transaction à distance avec une évaluation indépendante, on ne devrait pas avoir de problématique au niveau de la notion du dégel. Je vous ramène maintenant avec mon organigramme du départ. Juste un petit rappel, on se souvient, j'ai une entreprise qui a une valeur de 5 millions. On a effectué un gel du cédant pour 4 millions de dollars entre le cédant et sa compagnie de gestion. Et de l'autre côté, bien, la fiducie familiale a pris de la valeur. Voilà maintenant, avec la situation d'aujourd'hui, on a une correction de valeur. Et par exemple, on parle d'une valeur d'entreprise de 3 millions. Donc, ça a cogné relativement fort. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Bien, les actions privilégiées, c'est eux qui prennent la valeur en tout premier. Par contre, vous remarquez que présentement, ces actions-là sont gelées à 4 millions, malgré que la valeur de mon entreprise est à 3 millions. Par différence, bien sûr, les actions participantes ont toutes perdu leur valeur à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la mathématique? Oui, on peut continuer d'ailleurs. Donc, si on veut chiffrer un peu ces impacts-là de dégel, donc j'ai M. Cédant, j'évalue ses impôts au décès. Et si M. Cédant n'a pas fait de dégel, voici, il y a un impôt au décès, il y a une valeur de 4 millions d'actions privilégiées. On va faire un gain capital de 2 millions. On va aller chercher probablement sa déduction pour gain capital sur la partie personnelle de ces actions. Donc, j'aurai un impôt marginal à 53 %, un impôt de 825 000 $. Si, par contre, j'ai fait un dégel et j'ai ramené sa valeur d'action privilégiée plutôt à 3 millions de $, vous pouvez voir que l'impôt, maintenant, à son décès, est rendu de 560 000 $, c'est-à-dire une économie réelle là, de 265 000 $ advenant un décès du cédant. Donc, l'équilibration des valeurs
sans compter la plus-value qu'on peut, sans compter, c'est-à-dire l'intérêt de donner de la plus-value aux repreneurs. Mais là, on parle vraiment d'impôts sonnants qui va arriver au décès du cédant. Donc, ça peut shifter et représenter des bonnes valeurs. Maintenant, si je suis en situation d'un GEL ayant une entreprise avec une valeur plus faible, qu'est-ce qui va être important? C'est aussi de permettre au cédant de participer au profit futur de la société et d'augmenter son patrimoine dans les prochaines années. Donc, si le cédant, une partie importante de sa retraite est dans l'entreprise actuelle et qui a subi une baisse de valeur, il faut revoir un peu le processus de transfert. Et là, on va parler plus d'un gel partiel plutôt que d'un gel total pour lui donner la chance de reprendre la valeur. Et tout ça, on va le synchroniser avec sa planification financière personnelle. Donc, c'est important de connaître ses besoins personnellement pour qu'on puisse le synchroniser dans l'actionnariat de la compagnie et dans la valeur future de l'entreprise. Si j'ai une situation, excuse-moi Patrick, on va revenir à l'autre, merci. Si je suis dans une situation de fiducie familiale et que un des bénéficiaires est le cédant, ça me donnera toute la flexibilité peut-être de faire un dégel par rapport à la fiducie familiale en lui attribuant certaines valeurs ou certaines actions en pleine propriété personnelle. Tout ça, bien sûr, c'est important que ce soit fait à l'intérieur d'un plan de transfert transparent et ce, avec l'adhésion des repreneurs afin d'éviter une démobilisation de ces derniers. Vous avez compris que s'il faut faire un gel partiel et ramener le repreneur dans la valeur ou lui donner un pourcentage plus élevé que prévu, le cédant, c'est-à-dire les repreneurs peuvent être démobilisés. Donc, il faut faire ça avec toute transparence et bien communiquer, comme mon collègue Éric mentionnait plus tôt. Maintenant, dans toute cette thématique-là, dans ce même scénario-là, on pourrait penser également, lorsque l'entreprise baisse de valeur, peut-être ses cash flows ont diminué, peut-être que son financement est un petit peu plus difficile. On peut penser à séparer ou à protéger certains actifs. Donc, c'est la même structure que tout à l'heure. J'ai une juste valeur marchande d'entreprise de 3 millions. Vous avez remarqué maintenant, j'attire votre attention au niveau de la gestion. J'ai transporté l'immeuble de 800 000 $ dans la gestion pour baisser la valeur de mon entreprise à 2 200 000 et peut-être permettre un meilleur financement et permettre aux repreneurs d'accéder plus rapidement à la propriété. Donc, on se protège on protège nos actifs, bien sûr. Donc, ça, c'est une planification assez standard. Mais l'opportunité est peut-être de diviser l'entreprise pour permettre un meilleur financement et l'entrée des repreneurs dans la relève. En terminant, l'objectif, c'est de passer à l'action. Donc, il y a des opportunités possibles qui se présentent. Donc, une fiscalité avantageuse afin de reporter l'impôt du cédant. Très important de mettre à niveau votre plan de transfert, revoir les inquiétudes du cédant s'il y en a, garder, mobiliser les repreneurs dans le processus, revoir vos échéanciers, Éric l'a bien mentionné, synchroniser votre plan de transfert avec votre plan de retraite, regarder si on est à une situation où on devrait en profiter pour protéger vos actifs ou du moins les séparer des opérations pour jouer sur la valeur. Et revoir aussi, je n'ai pas élaboré nécessairement en détail votre fiscalité personnelle, mais c'est vraiment très important d'avoir une vue d'ensemble, un protège général. Donc, finalement, c'est important d'aligner votre fiscalité avec un plan de transfert intégré parce que ça touche à tout se touche à plusieurs niveaux. Donc, c'est important d'avoir une vue globale. Voilà, maintenant, je repasse la parole à mon collègue Éric. Merci, mes chers collègues. Donc, comme vous avez pu le constater, on a pris un peu plus de temps. Mais je voudrais quand même prendre 2 minutes pour faire un résumé de tout ça. Vous avez devant vous les bonnes pratiques, mais en gros, ce qu'on vous invite à faire, avec ce que Patrick vient de dire, Steve et moi-même, on vous invite à revisiter votre plan de relève, vous le faire. Vous avez une occasion unique pour le bâtir et il y a possibilité de le rendre admissible dans le programme du PACME. Le plan de relève peut être admissible étant donné qu'il est associé à un plan de développement, un plan de formation. Vous pouvez contacter nos équipes et on pourra vous guider à travers ce beau projet de relève. Donc, évidemment, j'en ai eu quelques questions. Je regardais, on a eu des questions. Il y en a quelques-unes qu'on peut répondre en rafale. Il y a des personnes qui demandaient qu'est-ce que vous feriez, Éric, après la crise que vous n'auriez pas recommandé avant? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Bien, il y a une chose importante que je vais recommander à mes clients plus tard, moi, ça va être de prendre la crise, là, de prendre ce morceau-là, là, puis de le mettre à côté du profilage des équipes.
comment ça s'est passé pendant la crise, c'est quel cédant qui était là, quel repreneur était là, lequel qui n'était pas là, revoir le team. Puis là, ça aide à comparer avec la vraie vie puis les tests psychométriques. Ça, c'est la première chose que je ferais. Et j'accélérerais le plan de relève avec un transfert progressif en protégeant les actifs comme Steve l'a mentionné tout à l'heure. Une autre question aussi qui disait qu'une personne avait un closing au mois d'avril chez les notaires. Il a écouté un peu comme M. Legault le fait à chaque jour. Il met des gens sur la pause. J'espère que vous avez compris après toute cette présentation-là qu'il est souhaitable pour vous de revisiter un peu cette situation et de mettre la transaction sur la pause. Peut-être une autre, Patrick, les institutions financières, tu en as parlé, qui seraient plus exigeantes, on y a répondu. Un gel des actions, est-ce que ça peut se faire avec un rachat d'une filiale par des repreneurs, Steve? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir la valeur des actions privilégiées qui vont être rachetées, puis maintenant l'influence de la valeur de l'entreprise sur ces actions-là. Mais un rachat d'actions privilégiées détenues par une gestion dans un cadre de rachat par des repreneurs, c'est faisable, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Il est maintenant 11 h. Merci à mon collègue Steve Vachon, fiscaliste dans la région de la Beauce et faisant partie de l'équipe Relève. Patrick Ouimet à Montréal en conseil financier, merci. Mon équipe, Jacinthe Vincent, Kim Guignard, ainsi que Gabriel Drolet, Francis Letendre, merci. Écoutez, mon nom est Éric Dufour et au nom de tous les parties prenantes, tout l'écosystème de la relève d'entreprise, on vous souhaite de poursuivre une bonne gestion de crise, on vous souhaite la bonne santé et si vous avez besoin d'un coup de pouce, nous sommes présents. N'oubliez pas votre plan de relève. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.